Alors qu'est-ce que vous en pensez? Résumez ce que vous venez de dire. Résumé, je disais que pour engager du personnel, certains chefs d'entreprise maintenant font appel non seulement à la graphologie, mais aussi à l'astrologie dans certains cas. Et on vous pose des questions là-dessus. Ça vous arrive que des chefs d'entreprise vous posent des questions de ce genre? Non, moi, il me fait plus souvent arriver de rencontrer ces gens en conférence, quand je donne des conférences. Mais je dirais que non, c'est de plus en plus voilà, de plus en plus courant, quoi. Après, il y a différentes utilisations, mais je pense qu'il faut quand même faire attention à ce genre de choses dans l'utilisation qu'on en fait. Voilà. Maintenant, moi, ça m'intéresse davantage, je dirais, de faire ça dans un but de développement personnel que dans un but de savoir si la personne, de connaître la vie de la personne ou ses moyens, parce que ça peut être utilisé à des fins je pense, de chasseur de tête, mais enfin bon, c'est parfois utilisé comme ça. Parce que la graphologie, il ne faut pas oublier qu'elle est uniquement psychologique, hein, vous ne prévoyez pas, alors que l'astrologie peut éventuellement être utilisée de façon... c'est pas... on peut avoir des informations, une utilisation via l'astrologie qui n'est pas la même que par la graphologie. La graphologie est caractérielle et comportementale. Oui. L'astrologie peut être utilisée autrement. Moi, j'ai entendu dire que pour les recherches de personnel en entreprise, certains chefs d'entreprise qui donc font appel à l'astrologie, c'était pour savoir, par exemple, s'ils veulent engager un collaborateur qui sera très proche d'eux, si les deux caractéristiques astrologiques du prochain collaborateur et du chef d'entreprise, si ça colle bien ou s'il risque d'y avoir des heures, etc. Oui, là c'est l'utilisation plus comportementale. C'est pas pour voir l'avenir de la personne, c'est pour voir si... Ça vous n'en savez rien parce que vous ne savez pas comment elle est utilisée, mais c'est comme ça qu'on peut le faire. Ce que je dis juste, c'est qu'on peut utiliser l'astrologie à d'autres fins. Voilà, alors que la graphologie est quelque chose qui est que comportemental. C'est juste ça. Après, bien sûr qu'on peut utiliser l'astrologie à des fins uniquement, je dirais, humaines, au sens de relation, connaître si la personne elle est plutôt entreprenante, plutôt un rôle de second, plutôt un rôle de leader. Voilà. Oui, du poste, c'est de ce qu'on attend de la personne. Mais par exemple, il y a des cas où ça converge. Imaginons quelqu'un veut savoir si deux personnes vont s'entendre. Eh bien, même le graphologue peut le dire. Oui. Donc il va quand même parler du futur. Il lui dit, si vous mettez ces deux personnes ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Hein, donc non, finalement, c'est pas aussi tranché que ça. Non, le graphologue ne travaille pas sur le futur. Non, mais il peut dire si deux personnes s'entendent. Au présent, oui. Et donc au présent et donc au futur. Oui, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Vous pouvez dire que deux personnes ne sont pas faites pour s'entendre, mais ça n'a rien à voir avec le fait que dans la pratique, elles vont finir par prévision à se disputer ou pas, ou à pouvoir dans la réalité d'événements ou de faits provoquer. Ça, la graphologie ne vous le dira pas. En revanche, l'astrologie, si vous êtes dans cette lecture-là de l'astrologie, peut le faire. Moi, je peux très bien comparer vos deux écritures et dire que vous êtes faites ou pas pour vous entendre. Ça ne veut pas dire que je vais prévoir que vous allez divorcer amicalement, que vous allez vous unir, que vous allez collaborer ou pas dans le futur. Ça n'a rien à voir. Vous êtes astrologue? Parce que j'ai... Oui, aussi. Mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Ce qui serait une discussion qui est intéressante, c'est de montrer que déjà les gens normaux, tout le monde, ont déjà des facultés. Alors peut-être que ces facultés ne leur suffisent pas, et c'est là que le problème se pose. Mais il faut bien comprendre que le mot prévision n'est absolument pas réservé à aucun domaine. Non, parce que par exemple, nous, dans notre métier, on fait des prévisions de vente, par exemple. Voilà. Et donc, on n'a pas besoin. On fait de la prévision sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans. On fait des plans de 5 ans. Enfin, derrière, c'est vrai que tout le monde est capable de faire des prévisions. Est très large. C'est très vaste et très large. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise dans n'importe quel domaine. Voilà. Donc, prévision, c'est pas synonyme de divination. Et donc, quand on demande à un graphologue, par exemple,
si deux personnes en entreprise sont faites pour travailler ensemble, et qu'il répond qu'elles sont faites pour travailler ensemble, il fait une prévision. Oui. Et inversement. Bien sûr. Bon, alors c'est tout, voyez-vous, donc c'est des choses simples. Bon, donc finalement, maintenant, effectivement, il y a des personnes, par exemple, qu'on va mettre ensemble, et on n'avait pas prévu que ça ne marcherait pas. Dans le cas, par exemple, de l'équipe de football, par exemple, bon, visiblement, il y a des joueurs qui ne s'entendent pas entre eux. Voilà. Bon, alors donc le type qui fait la sélection et qui constitue l'équipe, il est censé prévoir ce genre de choses. Alors voilà, c'est son travail. Ça gérer d'ailleurs, c'est prévoir, d'une certaine manière. Donc il n'a pas anticipé comme il fallait, il n'a pas mis les gens qui pouvaient faire une alchimie, qui pouvaient s'entendre. Anticiper, gérer, analyser. Voilà, c'est ça. Il n'a pas trouvé, peut-être qu'il fallait mettre un personnage supplémentaire, etc. Bon, donc, mais ça, il faut dire la chose, on va commencer. Au départ, on n'est pas obligé d'être dans la voyance pour faire ça. Domenech n'est pas censé être un voyant, les entraîneurs sont... Et pourtant, ils font quand même de la prévision, parce que finalement, ils ont des données. Si je dis deux personnes vont s'entendre, c'est quand même une prévision. Même si je le constate maintenant. Alors évidemment, je ne veux pas prévoir un événement absolument imprévisible, parce qu'il nous amène à penser que peut-être la voyance consisterait à prévoir l'imprévisible. Mais où ça devient un paradoxe. C'est à prévoir quelque chose qui ne pouvait pas être prévu normalement. Voilà, c'est ce qu'on appelle les impondérables de la vie, ça. Voilà, alors peut-être qu'à ce moment-là, c'est presque un paradoxe, c'est-à-dire qu'on prévoit ce qui n'est pas prévisible. Donc c'est quand même un peu particulier comme situation. Et en fin de compte, il y a aussi la question, c'est qu'il y a des gens qui prévoient moins bien que d'autres. Qui anticipent moins bien, qui prévoient surtout moins bien les conséquences de ce qu'ils font. Par exemple... Vous voulez dire dans un cadre qui n'est pas le cadre de la voyance, quoi, qui est un cadre... Oui, c'est ça. Par exemple, vous êtes dans une réunion, bon, vous connaissez... Il y a certaines... Alors, quand vous ne connaissez pas les gens, bon, c'est un problème, mais si vous connaissez quelqu'un, vous savez que si vous vous comportez d'une certaine manière, ça va mal se passer. Que vous allez vous faire éjecter, par exemple. Alors, donc, si la personne ne tient pas compte de certaines informations qu'elle a sur les personnes et ce qu'ils peuvent accepter, pas accepter, ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, qu'on peut dire, eh bien, évidemment, il va se passer quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Qui était peut-être... Alors, par contre, on aurait pu lui dire par la voyance, oui, cet après-midi, vous allez avoir un problème. Mais, parce que... Bon, alors, effectivement, le problème, c'est que quand on ne prévoit pas bien, parfois, il ne se passe rien de grave. Par exemple, si je peux mettre deux personnes qui, visiblement, normalement, n'auraient pas dû s'entendre, mais ce jour-là, ça s'est bien passé. Et sans compter aussi qu'on ne peut pas tout prévoir. Il y a toujours l'imprévisible quand même, il y a toujours un petit point d'interrogation, on ne peut pas tout prévoir quand même aussi. Alors, peut-être que les gens qui vont voir les voyants, ce sont ceux qui voudraient avoir du 100% de prévision. C'est-à-dire qu'ils ne... sont pas aussi exigeants que ça. Non, mais je veux dire, comme vous dites qu'on ne peut pas tout prévoir, donc on ne peut pas tout prévoir de toute façon. Donc, si on va voir le voyant, c'est pour avoir un petit plus, je suppose. C'est-à-dire, Jacques, il y a une chose, vous avez déjà soulevé ce problème à certaines réunions que j'ai eues avec vous, des gens qui vont voir les voyants, comment ils sont. Mais on ne peut pas les mettre dans une case, il y a beaucoup de personnalités. Ben oui, mais c'est quand même ça que c'est sur quoi comme ça qu'on réfléchit quand même, on essaye quand même de... On ne peut pas non plus dire tous les cas sont différents, chaque personne est différente, parce qu'on n'avance pas. Oui, la voyance dans son ensemble, en fait. Il faut quand même réfléchir sur le profil. Bon, là, nous avons parmi nous Karine qui est... Karine, que ça intéresse. Mais elle n'a pas forcément peut-être le profil de toutes les voyantes, mais malgré tout, elle doit quand même... Elle a sa personnalité qui s'apparente sûrement à beaucoup de personnes qui vont consulter des voyantes, mais il y a d'autres personnalités très différentes et d'autres formes de demande. Mais à ce moment-là, il faudrait les décrire. Il faudrait proposer une typologie à ce moment-là. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 10 000 cas. Sur les différentes personnalités de voyantes, c'est ça? Non, de clientèle. C'est pour ça qu'on parlait. Alors vous pouvez vous y essayer, Madame Geneviève? Il y a combien de cas de figure, combien de cas à votre avis? Je ne peux pas tout à fait les compter, mais il y a un cas de figure qui est en fait le premier, à mon avis, c'est c'est les personnalités qui vont voir les voyants parce que ça leur plaît, parce que ça les rassure, parce qu'ils font confiance. Alors ceux-là, ce sont les premiers en fait qui sont ouverts aussi à beaucoup de voyants. Ils en font beaucoup, plusieurs ou un seul, et c'est comme ça. Un autre cas, c'est la personne qui a des questions vraiment très précises, c'est urgent. Elle a besoin d'avoir des éclaircissements parce qu'elle doute, parce qu'elle pense quand même, elle réfléchit aussi,
elle prévoit, mais il lui manque quelque chose. Donc elle va aller voir un voyant ou un astrologue ou une tarologue, enfin bon, la voyance sera dedans aussi. Et puis il y a aussi des personnes qui doutent beaucoup, mais qui ont envie de connaître ce qu'est la voyance. Donc elles n'ont pas du tout encore consulté, et ça quand même les intéresse. Il y a une petite interpellation qui arrive à un moment donné. Donc alors celles-ci sont, moi je les vois arriver un petit peu timides quand même, parce qu'on ne sait pas par trop où commencer, mais on s'aperçoit qu'elles ont quand même beaucoup d'idées dans la tête. Elles ont lu, donc des choses différentes. Alors elles viennent se demander des renseignements aussi de ce côté-là. Et puis il y a les personnes qui ne croient à rien du tout et qui, à un moment donné de leur vie, ont quand même envie de voir ce que seront les réponses des voyants à des réponses à des questions très précises. C'est quand elles traversent une période très difficile. Bien sûr. Et il y a une partie de ces gens-là, d'ailleurs, qui arrivent un peu agressifs, une légère... Pas une agressivité qui se voit, mais une sorte d'agressivité rentrée. Par exemple, je ne vous dis rien, c'est à moi. Voilà, une sorte... Parce qu'elles ont un doute, et en même temps, elles ont un besoin d'éclaircissement, ou d'être rassurées, ou d'être aidées. Mais il faut dire aussi qu'il y a des voyants qui font leur publicité sur... Moi, je ne pose pas, je ne demande pas de questions. C'est la voyante qui commence à parler. Oui. Il y a des voyantes qui sont à l'aise de ce côté-là aussi. Alors, tout dépend, il y a beaucoup de petites subtilités. Je ne sais pas... des voyants et de la personne. Enfin, comment fonctionnent les voyantes qui ne posent absolument aucune question du début à la fin? Je suppose, est-ce que vous en avez déjà consulté, Karine? Parce qu'aucune question du début à la fin, je supposerais personnellement que ça effleure un peu les sujets, mais que si on a un sujet épineux vraiment dans le cœur et dans l'âme, ça n'ira pas au fond. Il faudra bien qu'à un moment donné, la cliente qui a un gros problème, en parle quand même, pour qu'on approfondisse beaucoup. Moi, je suppose. J'ai un petit peu la chance de voir justement, de travailler avec mon pendule sur les prénoms. Alors justement, quand j'en ai quand même quelques-unes qui disent regardez, voilà, vous me dites mon destin dans le mois, dans les 2-3 ans qui suivent. Donc automatiquement, j'ai pas besoin qu'elle parle en fait. Parce que j'ai tout de suite ressenti des apparitions. Et puis, je commence à la faire parler parce que justement, je lui dis des choses. Voilà, et mais elle va répondre tout de suite. Voilà, ça fait ça. Au bout d'un moment, tout à fait. Plus voilà. Exactement. Je ne pense pas qu'on puisse ne pas écouter du début à la fin. Enfin, moi, je voudrais intervenir dans la discussion. Je pense que il y a quand même des choses qui ne sont pas dites là. Si les gens, les voyants, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Ils font ce qu'ils peuvent. Donc si un voyant est uniquement en mesure de transmettre des informations et des messages, qu'il le fasse. Vous partez du principe que le voyant doit répondre à la demande du client. Il n'y a pas forcément d'adéquation parfaite entre ce que le voyant peut faire et ce que le client attend. Alors évidemment, il y a des professionnels qui disent, moi, voilà, je suis au service de ma clientèle me pose des questions, j'essaie de l'aider. Et ce n'est pas forcément la démarche première et la vocation première du voyant. Le voyant peut dire des choses qu'il faut que la personne entende et qui ne correspondent pas forcément à ce qu'elle voulait, ce qui l'intéressait, ce qu'elle espérait, Exactement. etc. Mais c'est très bien ça aussi, parce que ça amène également à ce qu'elles n'ont pas pensé poser comme question. Et puis tout d'un coup, ça leur donne des idées. Parce que quand on leur dit des choses d'emblée comme ça, puisqu'elle n'aura pas posé sa question auparavant, eh bien ça amène autre chose de son côté pour dire ah oui, au fait, j'avais oublié que oui, effectivement, c'est... Voilà. La conversation va s'installer et moi je vois toujours ces personnes-là devenir plus à l'aise. Elles s'installent dans le fauteuil, elles ne sont pas coincées comme ça. Donc le visage s'éclaircit, il y a plein de choses qu'on voit aussi, les yeux sont plus brillants. Moi je trouve que c'est légitime que quelqu'un aille voir un voyant en disant qu'est-ce que vous avez à me dire,
Voilà, oui, c'est vrai, tout à fait, bien sûr. parce que autrement, on peut aller voir un psychologue, on peut aller voir un avocat, enfin, il y a des tas d'autres professions. Donc il faudrait essayer de cibler exactement. Il ne faudrait pas que cette profession soit contaminée par une autre profession. Moi, je pense, moi personnellement, je trouve que c'est tout à fait. Moi, je préfère que les gens fassent ce qu'ils peuvent faire. Hein, les psychologues, puis, ils font parler. oui, c'est ça. Voilà, il y a d'autres professions. Bon, alors d'autres part. Voilà, mais c'est le problème, c'est que les astrologues jouent aux psychologues, les voyants jouent aux hermes, donc il y a toutes sortes de passerelles comme ça qui sont plus ou moins, qui dénaturent un peu la profession de chacun d'ailleurs. Mais déjà aussi, tout dépend, quand on voit la personne, on sait déjà un petit peu à qui on a affaire, parce que quand une personne arrive toute mais comme je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être voyant pour ça. Hein, voilà, aussi, exactement. bon. Ça, donc finalement, si seulement pour avoir des conseils de bon sens, à la question qu'on pose, c'est pas non plus particulièrement intéressant. Non, c'est des choses qu'elles ont envie de savoir dans leur destin. Oui, mais c'est bon, le futur, toujours le futur. Mais ça, ça va nous amener à distinguer les différentes professions. Quel rôle, par exemple, vous avez déjà été consulter un astrologue, par exemple, Karine Voisin? Non, pas du tout. Pourquoi pourquoi Parce que c'est pas venu. Je veux dire, j'ai rencontré Geneviève et du coup j'ai toujours continué avec Geneviève parce qu'elle m'a apporté toutes les réponses en fait à mes questions. Mais astrologie, non, pas particulièrement. Mais c'est parce que vous avez, c'est parce que vous avez une certaine idée de l'astrologie que vous n'êtes pas allé. Non, même pas du tout, parce que j'adore l'astrologie. Je pense que c'est quand même deux domaines qui sont complémentaires avec la voyance. Je pense que l'un sans l'autre ne se fait pas. Ah bon, alors en quoi ils sont complémentaires, excusez-moi de... En fait, l'astrologie, c'est vraiment, c'est des astres, c'est des astres qui complètent en fait ce que va dire la médium. Enfin, je pense que c'est vraiment deux vous avez domaines. raison, mais il faut... Oui, sur le principe. Je suis jamais allée en voir, donc du coup, vous voyez, je ne peux pas trop non plus développer sur... Non, mais vous avez une bonne intuition. Je crois qu'effectivement, il y a une complémentarité. Mais cette complémentarité n'est possible que si l'astrologue reste à sa place. Oui. Dans son domaine. C'est ça le problème. Or justement, dans beaucoup de cas, je dirais même dans 80% des cas, l'astrologue joue au voyant. Ah oui. Ben oui, parce que finalement, moi j'ai des positions qui peuvent être discutées, et tout à l'heure on aura des astrologues, enfin je ne sais pas s'il faut resterait, mais le thème natal, c'est déjà un support de voyance. C'est-à-dire que le thème natal, c'est un moyen d'accéder à la personne en question. Bien sûr, puisque nous, on se sert aussi de la date de naissance. Donc, c'est pas innocent le thème natal. Or, l'astrologie n'est pas forcément le thème natal. Il y a les astrologues sérieux, ils ne font pas que du thème natal. Ils font des prévisions mondiales, ils étudient les cycles planétaires, ils étudient les grands axes. Ils n'étudient pas le cas particulier de monsieur machin. Voilà, bon, or, l'astrologie a dérivé, elle a dévié, et finalement, elle devient quelque chose qui étudie des cas. Bonjour. Le mois de septembre, on va organiser comme on fait habituellement le PINAD, comme on l'a fait au l'hôtel Bizen, où il y a 150 personnes, 200 personnes justement qui viennent. C'est pas avec la presse et tout, avec les voyants, les médiums, les astrologues et tout, leurs amis, et puis la presse également. On fait une soirée au mois de septembre. À quel moment de septembre à peu près? La deuxième quinzaine. Mais il y a une invitation qui va être envoyée à tous les membres de la... Pas triste. Voilà. C'est en cours. Et qui nous apportera quoi de bien pour nous? Il y a déjà un contrôle de surveillance et puis une crédibilité certaine justement de la fonction pour éviter les abus et les escroqueries qui découlent de ces pratiques. Ça c'est très important. Oui, c'est un élément très très important parce qu'aujourd'hui, le monde de la voyance est à la dérive. Et si ça continue comme ça, ça va devenir véritablement un chantier en souffrance, un désastre. Il y a un gros... Première question qu'on avait abordée dans la chronologie de notre discussion, c'est que la prévision n'est pas réservée à la voyance. C'est-à-dire que toute personne normalement constituée, dans n'importe quel domaine, fait des prévisions, par exemple sur telle personne qui va se rendre avec telle autre, ou qui pourrait faire ceci, qui pourrait faire cela. Donc la prévision, je dirais que c'est un phénomène presque naturel, normal. On sait très bien que quand on est fatigué, on va dormir. Je ne sais pas que quand on mange de la confiture, un enfant mange de l'air, il va se salir. Il y a des tas de choses comme ça. Bon, si par exemple, vous voyez quelqu'un qui vous ne prévoyez pas des nappes pour nettoyer, etc. Quand vous organisez un match de foot, vous mettez une équipe médicale. C'est pas la peine d'avoir prévu de. Bon. Donc ça, c'est la première. Donc maintenant, pourquoi certaines personnes ne se contentent pas de ce premier degré de prévision qui est commun à tout le monde, hein? Oui, à propos de prévision, si
tout un chacun peut faire des prévisions, ça ne l'engage à rien finalement. Mais où ça engage lorsque quelqu'un est professionnel. Si un professionnel fait des prévisions, c'est sa responsabilité aussi qui est en cause. Bien sûr. Bon, ça engage moralement, déontologiquement, donc professionnellement. Mais un commerçant qui fait des prévisions aussi, ça l'engage. Pour ses propres employés, pour tout. Non, mais c'est la prévision, c'est quelque chose qui engage tout le monde, à tous les niveaux. Hein. Un homme politique fait des prévisions. Non, je veux dire que c'est pas ça qui la prévision, ça nous engage. En tant qu'être humain, en tant que citoyen, en tant que responsable, ça nous engage tous, qu'on soit professionnel de la prévision ou pas. D'ailleurs, le mot prévision dans le milieu divinatoire, on pense que c'est ce qui se fait là, mais on l'emploie dans la vie économique, dans la vie commerciale, sans aucune connotation divinatoire. Ça n'a pas une conséquence vraiment pour le... Ça peut avoir des conséquences considérables. Si on fait une mauvaise prévision sur un produit, ça peut provoquer la ruine de l'entreprise ou la ruine d'un couple. Dans le cadre de discussions amicales, chacun peut aller comme il veut justement faire des prévisions. Oui, mais dans le domaine professionnel aussi, on fait des prévisions dans le domaine de la vie professionnelle. Sur le plan politique, par exemple, deux amis se rencontrent et parlent, chacun il dit c'est tel parti qui va arriver en tête, etc. Ça n'a aucune conséquence. Après, il dit tu vois, je ne me suis pas trompé. L'autre il dit oui, tu as raison, ou alors tu n'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Bon, mais par contre, dans le monde de la voyance, c'est une responsabilité morale et professionnelle. À mon avis, c'est pas mon avis, mais c'est même sûr, c'est une responsabilité morale et professionnelle, parce que le professionnel est payé pour ça, et donc il doit faire attention à ce qu'il peut dire. Mais quand une entreprise demande une étude à un cabinet, ce cabinet va faire des prévisions sur l'évolution d'un marché, etc. Je veux dire que c'est pas réservé. C'est une étude de marché, finalement. Oui, mais une étude de marché, il y a des phénomènes prévisionnels. Enfin, vous êtes parlez-en un petit peu de ces questions-là. La prévision dans la vie courante. Les prévisions de vente, un acheteur, on prend un produit, enfin moi j'achète le luxe, hein. On se dit voilà, celui-là il va super bien se vendre, on y croit, donc et parfois on met un stock option dessus, allez on achète 1 million d'euros dessus, et ben non ça va pas se vendre. Et voilà. Donc, derrière, il y a quand même les conséquences peuvent être considérables. Au niveau des ventes, au niveau relationnel avec le fournisseur, au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entreprise, au niveau de la personne, parce qu'après derrière on n'a plus du tout voilà, la crédibilité, le professionnalisme. Là, derrière il y a tout un enjeu, en fait, tout un cheminement de maillot. Vous avez parfaitement raison de dire que c'est toute la crédibilité justement de la personne. C'est l'ensemble, c'est une image après, parce que quelque chose n'est pas bon, donc l'ensemble n'est pas bon. Donc c'est là-dessus en fait. On pourrait dire que chaque fois qu'un être humain, quel qu'il soit, fait des prévisions ou n'en fait pas, quelque part, il engage son crédit et la confiance qu'on peut lui faire. Mais c'est vrai aussi pour un éditeur qui lance un bouquin et qui ne marche pas, ou ça peut être dans n'importe quoi. Le thème moral, par contre, n'entre pas en jeu par rapport à la voyance, où là, effectivement, il y a la morale, enfin, c'est pas pareil. Enfin, il y a du plus, en fait, au niveau de la voyance qu'on n'a pas en entreprise, effectivement. Est-ce que vous pouvez pourquoi préciser pourquoi il y a quelque chose en plus La morale, c'est la conscience professionnelle aussi. Et pourquoi il n'y en aurait pas dans les autres domaines? Si, il y en a, mais je veux dire, professionnellement, enfin, je veux dire, un vrai voyant, je veux dire, il a sa morale, il a son... Enfin, moi, en entreprise, je veux dire, bon, le produit s'est pas vendu, bon, derrière, il y a une chute, tout le monde est pénalisé, mais derrière, ça va pas engendrer... Il peut y avoir des gens qui sont au chômage, il peut y avoir toutes sortes de choses à cause de ça. Il peut y avoir des conséquences épouvantables. Je rebondis un peu sur ce que vous dites sur la morale, mais vous savez qu'aujourd'hui, la seule morale aujourd'hui d'un certain nombre de voyants, la seule morale reste uniquement l'argent. Le reste, ils s'en manquent totalement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le monde de la voyance, en particulier le monde de la voyance, y compris de l'astrologie, on peut considérer de façon certaine qu'il y a à peu près 90%, pour être, et je suis généreux de dire 90%, 90% justement de charlatans, d'affairistes notoires, qui profitent de la misère, de la détresse et de la méconnaissance, d'ignorance justement du consommateur. C'est pour ça justement, il faut véritablement que tous les professionnels dignes de ce nom, qui ont un minimum de temps, de connaissances et de compétences, se réunissent pour faire front à ces charlatans notoires qui discréditent la pratique. Mais comment on peut faire Actuellement, nous sommes intervenus auprès de différents ministères justement pour réorganiser la pratique de l'astrologie, des arts divinatoires en général, pour que chacun puisse exercer en toute loyauté, en toute sérénité, l'activité des arts divinatoires avec des règles et des devoirs. Tout simplement, sans profiter de son impact psychologique pour escroquer le consommateur fragile
ou fragilisés par les aléas de la vie qui viennent le voir. Alors, par exemple, prenons voilà, c'est intéressant, parce que ceci, ça oui, parle à Patricia Roffet, qui est tarologue, mais qui n'est pas à l'INAD. Alors, quelles seraient les raisons qu'elle pourrait avoir pour adhérer à l'INAD, Youssef Sissaoui? En réalité, l'INAD ne propose pas, ne cherche pas du tout à accaparer tous les professionnels pour dire venez, nous sommes les meilleurs. C'est pas ça. C'est simplement une union d'énergie, de force, de gens compétents, de gens sincères, qui ont besoin véritablement de se réunir autour d'une charte, autour d'un organisme justement pour faire valoir leurs droits et d'imposer une déontologie de nature à protéger tous les consommateurs et aussi à donner des lettres de noblesse à la profession elle-même. Voilà. Étant précisé que lorsqu'on adhère à l'INAD, on a des droits, mais aussi des devoirs. Je me félicite, justement, l'INAD peut se féliciter que tous les membres adhérents de l'INAD, à partir du moment où ils ont signé la charte morale et professionnelle, ce sont des gens véritablement qui apportent véritablement de l'aide, du réconfort à leurs semblables, adroitement, intelligemment. Et lorsqu'une personne a été victime d'abus ou d'escroquerie, de méconnaissance justement d'un professionnel délicat, qui les pousse dans des situations inextricables, là, en tout cas, ils sont là pour l'aider, le guider, le diriger, et en dernier ressort, ils le dirigent vers nous pour pouvoir le défendre et essayer de trouver une solution amiable avec le responsable de l'abus. Voilà. Donc, on n'a pas l'intention de dire. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Lorsqu'un professionnel, un consultant veut consulter un escroc, un charlatan, libre à lui. L'INAD ne l'interdit pas. Mais on peut lui dire également, on peut lui dire aussi et surtout, ce professionnel n'est pas recommandé par l'INAD, mais libre à vous de le consulter. Parce que la consultation d'une voyance ou d'un astrologue, c'est une démarche librement consentie. C'est une démarche personnelle. Ceci dit, moi par exemple, comme je ne suis pas affiliée à l'INAD, parce que j'en ignorais l'existence, c'est pas parce qu'on n'est pas affilié qu'on est forcément un charlatan. Ah, la question n'a jamais été posée de ce côté-là. Oh, pas... non, bien sûr. Non, mais c'est la manière de dire... nous respectons... Allez-y, il n'est pas affilié à l'INAD, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. C'est pour ça que je fais ça. La question est intéressante. Vous me posez une question intéressante. Peut-être que je me suis mal expliqué. C'est pour dire, ce n'est pas parce qu'on n'est pas affilié à l'INAD, c'est pas parce qu'on est membre de l'INAD qu'on est un charlatan. Moi, je connais des gens qui sont des rivaux notoires de l'INAD, mais qui ne sont pas affiliés à l'INAD. Mais ce sont des gens qui sont de bons professionnels, mais la plupart du temps, c'est de véritables charlatans qui profitent de leur impact psychologique, justement, pour imposer justement leurs idées, leur pseudo-savoir à des gens. Mais pourtant, par le passé, c'était très bon. Mais maintenant, ils ont trouvé que c'était un moyen commercial pour se faire le maximum d'argent. Ils ont dérivé, et donc ils font tout et n'importe quoi, et c'est dommage, nous le déplorons. Bien sûr. Alors, voilà. il faut dire aussi qu'il y a des voyants, parce que j'en connais quand même, qui justement ont une éthique, une morale aussi, et un très bon cœur. Parce que souvent, quand on en a tous des téléphones de personnes qui sont vraiment très très mal, on ne leur prend rien. On leur fait leur consultation, on ne leur prend rien du tout. Et ça arrive à beaucoup de voyants qui, moi, ça m'arrive tous les font jours. partie de ceux qui ont à cœur d'aider, mais pas forcément parler que d'argent. C'est-à-dire que c'est la première démarche. C'est la première démarche, c'est d'être là pour être à l'écoute de la personne et pour l'aider. Hein. Mais justement, aujourd'hui, je crois qu'il faut être à l'écoute du consultant, mais pas à l'écoute de son portefeuille. Parce que ce qui est très important aujourd'hui, les gens, quand vous téléphonez, et particulièrement à la voice par téléphone, lorsque vous appelez, on dit déjà, avant de vous dire bonjour, on dit numéro de carte bleue. Ce n'est pas de la voyance. Je suis désolé. Écoutez, c'est régulièrement. Alors aujourd'hui, on trouve parmi les cabinets de voyance des services du il y a des cabinets sérieux qui méritent vraiment le détour, parce qu'il y a des professionnels compétents, sérieux qui exercent dedans, mais il y a d'autres cabinets véritablement qui en ont fait leur chou gras avec la méconnaissance du consommateur, l'ignorance du consommateur. Donc ils essaient de leur prendre le maximum d'argent. On leur dit ça coûte 15 € les 10 minutes, et puis finalement ils se retrouvent avec 200, 300, 400, 500 €. Vous êtes des professionnels, mesdames, et je vous demande, est-ce que vous avez trouvé quelle est la consultation de voyance
qui coûte 400 €. Ce n'est pas possible. Parce que quand on est voyant, un voyant, pourvu d'un don, je pense, je défendrai toujours qu'au bout de 10 minutes, on a fait le tour. Tout le reste, c'est du blabla, on peut développer, c'est un travail d'écoute. Tout dépend des personnes qu'on a, parce que quand on a des... Enfin, moi, quand j'ai des hommes d'affaires qui ont toute une liste de questions à me poser, justement, comme on parlait tout à l'heure, de celui-ci qui s'appelle comme ça, est-ce qu'il est bien à sa place, est-ce que vous en pensez, tout ça, ça me quand même tout le temps. Que j'ai pourtant, je vais vite, puisque je travaille avec etc. mon pendule, hein, je ne sors pas tous les jours, tout le temps les cartes. Tout Tout dépend des personnes. En fait. Excusez-moi, Voilà. le pendule n'est pas une science exacte. Le pendule, c'est une question. Le pendule, c'est un domaine que je connais bien également, comme vous, comme beaucoup d'autres gens. Mais le pendule permet véritablement. Tout dépend. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la lettre l'oscillement du pendule. Ce n'est pas possible. Ah, mais mon pendule me sert uniquement à me concentrer. Moi, je ne suis pas absolument, c'est un support. Donc, c'est un support. C'est un support. Mais quand je me sens bien avec la personne, qu'elle me fait confiance, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Voilà. C'est en parlant que tout Vous venez de dire quelque chose de très important. Ce sont des atomes crochus, finalement, entre le consultant et le consulté. Exactement. Bon, quand il y a une confiance réciproque, la consultation peut se dérouler dans de très bons termes. Et ça, c'est très important. Très bien déroulé chez moi, j'ai jamais eu de problème. Et c'est vrai que ça montre aussi que chaque voyant a sa façon de pratiquer, parce qu'il y a de très bons astrologues, il y a de très bons aussi tarologues, des très bons numérologues. Et je disais à M. Sissabi l'autre à M. Lebrun, dans une seule consultation, je peux tout faire, parce que la personne va vouloir des cas. Puis après, bon, je fais de la numérologie aussi. Bon, tout ça, on peut tout faire en même temps. Mais je peux vous assurer qu'avec mon pendule, j'ai vu quand même des choses parce que ça me fait me concentrer. Donc automatiquement, les apparitions arrivent, j'ai ressenti et tout. L'autre fois, vous me demandiez si j'avais quelque chose qui avait été extraordinaire dans mes prévisions. J'ai fait retrouver à une personne tous les louis d'or que sa maman avait complètement oubliés. Je ne sais plus où il est dans la maison, je ne sais plus où ils sont. C'est grâce, je me suis concentrée avec mon pendule et tout est venu tout d'un coup. Et ces louis d'or, il les a retrouvés parce que je lui ai dit où ils étaient, dans la cave à côté. Il fallait soulever une pierre et tout ça. Donc chaque personne est différente, chaque consultation, elle n'a pas une seule pareille. On procède d'emblée, certainement aussi avec l'expérience qu'on a, parce qu'on apprend quand même au fur et à mesure, on évolue. Au départ, je n'étais pas comme je suis maintenant, hein. J'étais très timide, mon premier client, je me demandais bien comment je vais pouvoir faire en fait. C'est après 8 ans d'expérience avec beaucoup de personnes, mais j'hésitais encore, j'étais très prudente. Donc chaque voyant est différent, chaque consultant est différent. C'est toujours le point d'interrogation quand quelqu'un arrive. Permettez-moi de vous demander, je m'interroge tout simplement. Oui. En général, une consultation de voyance en cabinet ou par téléphone, selon vous, ça peut coûter combien? Ça coûte combien? Alors, moi j'ai un tarif un petit peu pour les petites jeunes parce que je sais qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent, donc je leur fais 10 minutes, 10 minutes parce qu'elles ont une question, donc en 10 minutes, comme je fais, je peux répondre. Ça part de 10 ou 15 euros. Parce que des fois je dis 10, elle dit ah maintenant, mais moi je veux 15. Parce que enfin les jeunes, moi j'ai trouvé adorables. Elles ont un honneur de ne pas être. On ne doit pas leur donner. Et puis d'autres personnes, bon, bah, c'est comme ça. Moi je fais l'audience gratuite. Patricia aussi, on a tout dit dans notre profession. Alors, j'ai 3 tarifs, moi, 10 minutes, parce que des fois, il faut une question et c'est répétitif, 30 minutes et puis 1 heure. Alors, je peux vous dire mes tarifs, 1 heure c'est 100 euros, 30 minutes ça va être 50, et puis 10 minutes, tout dépend, parce que des fois, je rallonge ou pas. Je pars à partir de 15 euros. Alors, dites-moi, vous pensez quoi alors, justement, de certains voyants qui prennent 200, 300 euros, et certains services d'hôtel qui prennent 400 euros, une consultation de 40 minutes, c'est eux qui le désirent et puis c'est tout. Hein. Comment? C'est eux qui le... Mais au départ, ils le savaient, c'est que les clients non? Non, pas du tout. Alors ils allaient sans savoir le prix que ça leur prend? Non, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable arnaque. Il y a une véritable arnaque, je le dis véritablement, et je le crie haut et fort. C'est une véritable arnaque, pourquoi? Parce que le consommateur crédule, téléphone, donc à la cabine de voyance, et on lui dit que ça va vous coûter 15 euros les 10 premières minutes. Or,
qu'est-ce qui se passe? Le voyant, pseudo-voyant, les 3 quarts ne sont pas des voyants. Ce sont des affairistes tout simplement, utilisés pour la circonstance, et qui gardent le consommateur, il le garde pendant une demi-heure, 3 quarts d'heure, et puis finalement il dit... Ils le mettent en attente aussi. Ils le mettent en attente, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Après on lui dit, voilà, la consultation est terminée, 400 €. Or, la personne, elle se trouve vraiment, elle tombe de nuit, elle ne comprend pas. Elle n'a plus rien dit, elle a écouté simplement les divulgations justement du pseudo-voyant en face, et puis elle n'a rien appris, et elle se retrouve à payer 400 €. Et qui sont les victimes? Ce sont la plupart du temps des personnes seules, des femmes âgées, affaiblies, en situation de détresse et de faiblesse. Donc c'est inadmissible, et ça discrédite l'ensemble de la profession. Oui, c'est vraiment dommage parce qu'il faudrait davantage parler justement de ce que l'INAD a des voyants, enfin un petit peu de tout, voyants, parole du tout, qui sont sérieux. C'est pour ça que vous existez aussi, c'est pour nous aider. Parce que toujours mettre en avant également toutes les personnes qui sont des affairistes, je trouve qu'on ne va plus entendre que ça. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Les personnes vont retenir que ça. Non, et nous, le négatif. Vous savez, les personnes retiennent toujours que le négatif. Faire des affaires dans le monde de la voyance, ce n'est pas interdit. Ça c'est permis par la loi. Mais faut-il encore faire des affaires à bon escient, en état sincère, en apportant, en répondant, en dirigeant, guidant le consommateur dans le du vrai et du faux, ça c'est important. Quand on peut lui rendre service, parce qu'un service, le bonheur n'a pas de prix. Mais faut-il encore que ce soit quelque chose de loyal et d'honnête? Mais là, comment intervenir? Parce que par exemple, quand vous parlez justement des cabinets téléphoniques, dont je parlais tout à l'heure, il y a ce système donc, de mettre les gens en attente. C'est-à-dire, si Karine, par exemple, téléphone à un cabinet, elle peut avoir 4 ou 5 personnes avant elle, donc elle est au téléphone, elle entend les questions des 4 ou 5 personnes qui vont passer avant elle, et elle paye pendant ce temps-là. Tout le monde paye. Si, c'est vrai. C'est pas le prix du téléphone? Oui, absolument. Et de plus, oui, parce que vous avez téléphoné, ça s'est décroché, vous êtes en communication avec le cabinet de voyance. Donc même si... Donc vous, oui, c'est vrai. Je suis d'accord, le 08, dès que vous commencez à téléphoner... Donc par heure, vous êtes par exemple voyante là-bas, vous décrochez votre téléphone, vous pouvez avoir 6 clientes, 15 clientes dans l'heure, parce que tout le monde attend son tour. Et vous avez un forum aussi, un Cisco? Vous êtes sur... oui, mais en principe... Et je voulais encore dire une petite chose là-dessus, parce que je connais quelqu'un qui y travaille. Dans certains cabinets de voyance, ils ont ordre, quand ils rentrent en tant qu'employés, de dire ce que les clients ont envie d'entendre, parce que sinon ils perdent le client. Ils le perdent réellement. Donc, la cliente en détresse qui téléphone, est-ce que mon amoureux va revenir vers moi? Il faut lui dire, attendez, je regarde, ah mais oui, il ne pense qu'à vous, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Et cette cliente va rester fidèle parce qu'elle se souviendra que ça lui avait fait du bien de téléphoner. Mais là, alors, est-ce qu'il y aurait quelque comme chose, un argumentaire en fait prédéfini? C'est extrêmement grave, donc est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire Mais bien sûr, justement, l'INAD ne fait que ça, en réalité, d'informer le consommateur pour le mettre en garde justement contre ce type de voyance bidon. Ce sont des voyances bidons qui donnent un faux espoir. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a des dizaines de plaintes qui sont pendantes ou en cours d'instruction devant le tribunal. C'est très important à savoir. Actuellement, nous avons pour plusieurs centaines de milliers d'euros de procédures. Il y a beaucoup de gens qui ont tenté même de se suicider parce qu'elles ont été trompées ou elles ont été manipulées ou escroquées par des pseudo-cabinets de voyance. Et aussi par des cabinets de services audiotènes. Actuellement, c'est devenu un véritable marché, mais un marché de dupes. Oui. Alors, madame... On peut aussi considérer que les voyants qui ne sont pas du tout inscrits au RSI, enfin à l'URSSAF, il y en a beaucoup, c'était comme ça. Alors, certainement ces personnes-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup dans le 15e, j'ai trouvé,
prennent très peu cher, mais en fait c'est très cher, parce qu'elles gagnent aussi beaucoup Oui, d'argent, c'est ce parce que je que de voulais- toute façon elles ne paient rien. Oui, c'est le problème, Nous, on donne quand le même, problème qui me, toutes nos qui me- charges, hein. je voudrais quand même répondre à ça, c'est qu'effectivement, vous avez pris un cas extrême, alors un voyant qui est un pseudo-voyant et qui prend très cher. Bon. Maintenant, si c'est un pseudo-voyant et qui prend pas cher, c'est pas non plus normal. Mais non, c'est pas normal non plus. Et parce que là, inversement, il y a des un très bon bénéfices. voyant pourrait-il prendre cher finalement? Pourquoi pas? Mais il y en a Donc qui prennent cher. bon, alors effectivement, c'est comme par exemple l'autre jour j'ai acheté des pamplemousses, il y en avait 5 pour bon, c'était pas cher, mais ils étaient immangeables. Ouais. Donc finalement j'ai payé pas moins cher, mais finalement c'était rien, puisque bon, donc finalement, si on était certain si un chef d'entreprise par exemple était certain de la valeur d'un voyant, il pourrait le payer 300 ou 400 euros. Non. Par rapport à l'investissement qu'il engage. Seulement ça. Oui, oui, quel que soit l'investissement. L'enjeu. Oui, quel que soit l'enjeu de quelqu'un, d'une société, d'un individu isolé, d'un consommateur en général, justement, une consultation, c'est une consultation. Quand tu vas voir un médecin, par exemple, Jacques, tu vas voir un médecin, c'est pas parce que tu es chef d'entreprise, que tu es sociologue, que lui va te faire un prix beaucoup plus important que ce qu'il fait aux autres. Ah oui, c'est certain, mais Donc, si tu vas normalement, soigner c'est simplement pas ton corps. conventionné, parce que là, il sera toujours plus Normalement, cher. un prix de consultation est valable pour tout le monde pareil. C'est pour ça que nous disons que de toute façon, qu'une consultation de voyance, quelles que soient les compétences réelles ou supposées du professionnel, ne devrait pas dépasser 50 euros par téléphone et 80 euros et éventuellement 100 euros maximum en cabinet. À condition que véritablement que la condition se déroule dans le calme et dans l'intimité. Parce qu'on ne peut pas faire une consultation de voyance par téléphone, avec le téléphone qui sonne, avec des gens qui interviennent, Ah, mais avec bien des sûr, bruits. mais ça, Ce c'est n'est pas classique. possible. Bien sûr, oui, Voilà. bah, Donc ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, le consommateur a besoin d'informations. Et lorsqu'on téléphone un cabinet de voyance, normalement, on doit connaître le coût de la consultation à la durée, c'est-à-dire le temps, le coût, et puis le professionnel doit donner également ses coordonnées précises géographiquement. En cas de contestation, on peut retrouver où il se trouve, premièrement, et puis aussi exiger. Il faut que le consommateur a le droit d'exiger, s'il le demande, hein, une facture. Oui, tout à fait. Mais là, vous avez soulevé aussi un problème, c'est que les France Télécom a loué des téléphones, justement des lignes téléphoniques à des personnes qui voulaient Paris, qui voulaient notre région, qui n'habitent pas du tout Paris. Et ça, il y en a plein. Ça fait à peu près 3-4 ans. Alors, ils ont des 01, ils ont des 04, ils ont des 03, ils en ont partout. Il y a des cabinets, même qui sont chez vous, ils sont comme ça. Mais c'est les France Télécom qui ont voulu ça, qui ont loué, qui ont proposé aux voyants. Et certainement aussi à d'autres sociétés. En réalité, alors, ça se rejoint pas forcément au centre du cabinet, en fait. Mais ça fait quand même partie du cabinet. Ça me paraît. Il y a de tout, hein. On peut Il trouver est tout. évident que si un voyant habite dans l'Ardèche et qu'il n'a pas envie, et qu'il fait des communications par téléphone, il n'a pas envie de rayonner que sur l'Ardèche, c'est normal. Oui, ça n'existait pas. Parce que une personne qui habite par exemple dans le 49, on va dire, bon, elle a besoin, la voyante a envie justement d'être connue un petit peu plus, parce que le 49 c'est pas très très grand, donc elle demande au télécom de lui donner un numéro sur Paris par exemple, la région parisienne, donc elle va l'avoir, donc elle va pouvoir agrandir. Moi je trouve pas ça si mal que ça, mais bon, il faut le dire aussi que ça existe, comme quoi il y a plein de petites choses comme ça. Le téléphone a changé beaucoup qui de n'était choses. pas auparavant, il y a quelques années. il y a un problème majeur, Oui. justement, que vous avez occulté, ou vous n'avez pas abordé en tout cas. C'est, tout à l'heure, vous avez parlé justement quand on téléphone, on n'a pas pendant une demi-heure. Or, aujourd'hui, oui, ou beaucoup C'est plus. selon le nombre de personnes qui est abandonné. Mais il faut dire que la personne n'est pas obligée d'avoir non plus, parce qu'elle peut quand même raccrocher aussi. Hein. Oui, On parlait de non, personnes vous êtes intelligentes, d'accord. c'est vrai. Normalement, il y a une loi, la loi Châtel. Elle date depuis 2 ans, je crois savoir. De mémoire, je ne sais pas la date exacte, c'était en juin, il y a 2 ans, 2008, je crois. 2008. Justement, le délai d'attente est gratuit. Normalement, aujourd'hui, Oui. la pratique des arts divinatoires et les gens qui sont les consommateurs qui attendent et qui paient le temps d'attente, c'est, à mon avis, ça ne va pas, c'est mais illégal. à ce moment-là, il faudrait peut-être un délai d'attente comme on a quand on appelle Orange ou des choses. Mais Orange, On donne avant, une c'était petite payant. musique.
Voilà. Tandis que là, dans ce cas, on est déjà en communication avec le voyant dans la mesure où on entend les conversations des précédents. Et à mon avis, une consultation, c'est une consultation privée. Donc c'est tout le monde entend. C'est curieux. Bon, d'abord on ne sait pas qui c'est, mais c'est pas normal. Et je sais que je connais une personne qui travaille dans ce genre de cabinet et qui quelquefois a un client qui dit vous m'avez fait rire parce que vous avez dit telle chose à la cliente précédente. Parce que c'est répétitif en réalité, les voyants qui font ça. Et moi, il y a quelques personnes à peu près sérieuses, mais qui travaillent irrégulièrement, en tout cas dans les services audiotel. Mais en tout cas, je peux dire simplement qu'on ne peut pas faire de la voyance audiotel justement à des personnes qui attendent. La voyance n'est pas sur un bouton, on n'appuie pas sur un bouton. Et ce qui est sûr, c'est que véritablement, c'est du commerce pur et simple. On ne peut pas faire de la voyance répétitive, sinon c'est de la voyance répétitive qui n'a aucune conséquence pour le comportement des gens. Je pense que c'est du commerce pour la société en elle-même, mais pas pour les... Enfin, globalement, pas tellement pour les employés qui répondent au téléphone. Eux, ils ne gagnent pas beaucoup, je crois. C'est la société qui s'enrichit. Mais alors, voilà, vous venez d'aborder un sujet, je vous remercie, qui est très important justement, parce qu'il y a des professionnels qui sont déclarés ou non déclarés, mais qui sont exploités par les services audiotel. Ce sont des gens véritablement qui travaillent pour 4,50 €, l'heure générée. L'heure générée, c'est quoi? En réalité, c'est l'heure. Il faut que la personne soit régulièrement au téléphone pour qu'elle puisse être payée 4,50 € de l'heure. Et ça, c'est inadmissible. Or, c'est illégal parce que l'horaire du SMIC, c'est 8,72 €, je crois savoir. Donc, normalement, aujourd'hui, si quelqu'un qui est payé à ce prix-là, il a la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes. Parce que ce n'est pas normal. Et il faut aussi qu'il y ait des contrats qui soient établis entre le fournisseur du service, le service audiotel, le patron du service audiotel, et puis le professionnel. Il est tout à fait anormal, justement, qu'un individu passe des heures pour toucher 300 € par mois, et alors que le patron du service audiotel touche des centaines de milliers d'euros. Il y a toujours des lignes téléphoniques, c'est comme on a proposé des contrats comme ça. J'ai bien lu, alors ils disent qu'ils ne peuvent pas payer plus, parce que j'ai gardé le contrat pour avoir un état comme ça. Donc, alors, soi-disant, les télécoms, autant les voyants sont payés très peu cher. Mais aussi, il faut dire que certains voyants ont Internet devant eux et demandent des lettres de naissance, et puis ils ont des petites choses quand même. Donc, ils peuvent faire aussi. Il y en a qui font ça également. Alors, vous venez d'aborder un sujet aussi important, et je vous remercie encore, vous aussi. On en trouve au fur et à mesure. Vous savez, quand vous parlez justement, on a soulevé le problème depuis des années et des années. Vous dites simplement qu'au service audiotel, il y a des gens qui téléphonent régulièrement pour avoir des voyances par téléphone, donc au service audiotel. Or, les services audiotel disposent d'un fichier de leurs clients. Même si vous téléphonez demain, vous avez téléphoné aujourd'hui, demain vous téléphonez, si ce n'est pas le même voyant qui vous prend au téléphone, c'est quelqu'un d'autre, il regarde sur le fichier, il va transformer ce qui vous a été dit la veille différemment un petit peu pour vous accaparer votre esprit et vous faire revenir et téléphoner régulièrement. Il y a des gens qui sont addicts justement à ce type de voyance et finalement ils sont exploités, ils sont dépouillés littéralement. Et ça c'est inadmissible, on ne peut pas permettre ça. Mais en justice, on dira, il y aura toujours quelque chose, on dira, il n'était pas obligé de rester, il n'était pas obligé. Alors c'est vrai que c'est vraiment très très difficile de voir quelle personne a tort en fait, parce qu'on est estimé être libre de faire ce qu'on veut. Alors c'est vrai qu'il y a toujours un petit litige entre le voyant qui va peut-être faire attendre, faire patienter, donc faire payer davantage, et cette personne qui a aussi toujours le droit à la minute de partir. C'est toujours litigieux tout ça. Non, le problème aujourd'hui, la responsabilité. Alors permettez-moi de dire simplement qu'aujourd'hui nous avons des preuves par rapport à toutes les procédures qui ont eu lieu. Le responsable du cabinet audiotel est responsable des agissements de ses voyants. Oui. Bon, parce qu'une personne en situation de faiblesse ou de détresse qui téléphone régulièrement au cabinet de voyance et qu'on lui doit rappeler, on la rend dépendante justement de la voyance. Et donc la responsabilité du cabinet, comme celle des voyants, est en cause. Et donc ils sont responsables aussi. Donc ils sont responsables et sont également
peuvent être poursuivis en tant que tels devant les tribunaux. Et moi, je suis vraiment un petit peu effrairée parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Vous voyez, vous Mais m'avez plein de choses là, parce que problème. je ne pensais pas ça du tout. Pas ça du tout. Enfin bon, je ne m'en occupe pas, bien sûr, de tout ça. Aujourd'hui, certaines sections de tutelle croient qu'ils sont au-dessus des lois, ils peuvent arnaquer, profiter de la méconnaissance, de l'ignorance du consommateur et puis lui prendre le maximum d'argent, des prélèvements abusifs de cartes bleues, des consultations bidons. Bon, là, il se trouve, il y a des cabinets qui ont été condamnés, qui actuellement sont poursuivis. Donc, il y a quand même, la loi, elle s'applique, même s'il y a un vide juridique en matière de voyance. Il y a le droit quand même qui s'applique. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que vous essayez de limiter les dégâts? C'est-à-dire qu'effectivement, si la personne ne paye pas très cher, ça relativise la qualité du voyant. Parce que finalement, si moi je vous propose un service pour 30 €, c'est déjà, même si j'ai rien de très sérieux à vous proposer, je vous aurais pris que 30 €. Oui, donc j'aurais limité les dégâts. Ça dépend du temps aussi, les 30 il ne faut pas que ces 30 € soient réguliers tous les jours, 30 €. Si on vous rappeler tous les jours, ou 2 fois, 3 fois par jour régulièrement, voilà, ça me paraît un peu moi, beaucoup. ma consultation de l'heure, si vous voulez, c'est qui n'ont pas le droit non plus. Alors, c'est un petit peu comme le problème des écoles. Quand les enfants allaient à l'école, j'ai toujours trouvé une injustice incroyable que quand on a les moyens de payer, on va dans des meilleures écoles. Donc là, c'est un petit peu pareil. On est dans une société où beaucoup de gens ont énormément de problèmes financiers. Alors, ils n'auraient pas le droit de consulter des bons voyants. Il faudrait, quand on est bon, donner un tarif extrêmement élevé, et quand on n'est pas bon, faire un tarif... Alors, à propos de prix et de qualité, de compétence du voyant, aujourd'hui, il n'y a pas un voyant, on dit les grands voyants, il n'y a pas de grands voyants. Moi, voilà, excusez-moi de vous interrompre, je vais vous donner mon avis, ce qui peut-être... voilà, je pense que ce qu'on dit les grands voyants, c'est ceux qui sont très médiatisés. Oui, et j'ai souvent même récupéré des clients qui étaient complètement désarçonnés, pour ne pas dire abîmés, par ces fameux grands voyants, parce qu'on voit leur tête partout, dans le Paris Match, à la télé, dans les grandes émissions. Donc, ils sont grands, avec un G majuscule. Voilà. Alors, permettez-moi de vous dire, parmi ces grands voyants, je peux vous dire simplement, de façon certaine, parce que je les connais tous, il y a des gens qui sont vraiment compétents, qui méritent leur renommée. Mais d'autres qui sont d'une nullité affligeante. Voilà. Même ceux qui sont très bons, ils ne peuvent pas être très bons tous les jours, à chaque consultation. C'est pour ça que je dis, un voyant est un voyant. Même un petit voyant qui prend 30 € ou 20 € de consultation. Les esprits, on prend des risques pas possibles. Ça non plus, c'est pas bon. C'est pas une bonne publicité. Alors, permettez-moi de vous dire simplement à ce propos, en parlant du spiritisme, vous voulez parler du spiritisme, de déranger les... Non, c'est pas spiritisme. Non, attendez, je suis pas spirituelle, faire du spiritisme et contacter un défunt, contacter un être cher pour quelqu'un, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire devant une caméra de télévision, devant une tierce personne. Et tout ce qui s'est fait à la télévision aujourd'hui, à l'heure actuelle, je peux vous affirmer que c'est du spectacle. C'est une complicité tacite entre le réalisateur, entre le responsable de l'émission, et puis, justement, le professionnel. Alors, ça, je vous le dis, je suis entièrement d'accord avec vous, mais je voulais aussi un spirit, c'est bon, le plus grand des spirites, c'est Allan Kardec. Mais le spirit appelle des âmes qu'il ne connaît pas. Tandis que je suis médium, en tant que médium, j'appelle toujours des personnes connues avec le prénom, avec une personne de la famille, avec une personne des amis. Tandis que le spiritisme, on appelle souvent, Allan Kardec, on a fait beaucoup d'expériences, et justement a donné de très très bons conseils par la suite, pour dire faites attention, tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que ce sont des personnes, n'importe lesquelles, c'était n'importe qui, n'importe quel esprit. Vous savez, ils mettaient toutes les mains comme ça autour de la table. Au départ, c'était comme ça, il y a une centaine d'années, à son époque après. Et c'est lui qui nous a vraiment apporté beaucoup de choses, de par toutes les expériences qui ont été malheureuses, ils ont eu des problèmes. Et après, c'est... J'ai vu une émission de télévision où un médium se trouvait mal. Oui. Mais je crois que... Ça ne fait pas très longtemps qu'elle Non, écoutez-moi. Le médium, là, qui s'est mis à pleurer,
Ah oui, ça doit être ça. Oui. C'est un farfelu. Ah oui. C'est un amusement, tout simplement. Parce que comment voulez-vous qu'un médium digne de ce nom, qui se dit spirit, qui va essayer, qui est payé par quelqu'un, s'il est payé par quelqu'un, va dans un château soi-disant hanté, et tout d'un coup se trouve en pleurs. Mais vous savez, c'est la rigolade, c'est un amusement inutile et sans intérêt, c'est quelque chose de... C'est décevant. Mais c'est décevant, mais pour parler, c'est pas si simple. On donne une piètre image des vrais médiums. Voilà, exactement. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, exactement. Ça, c'est ce qu'on appelle du spectacle. C'est un sujet qui aurait pu faire l'objet d'une fiction, justement, pour captiver un petit peu les gens ignorants. Bon, mais simplement, les gens ne sont pas tous ignorants. Il y a des gens très intelligents, et même les gens apparemment ignorants qui sont passionnés par les arts divinatoires, quand ils ont vu ça, ils ont dû bien rire. Croyez-moi, ces gens ne sont pas idiots. Je me suis posé la question quand même, parce que c'était quand même bien joué. Hein. Non. Il a bien joué son jeu. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé que c'était bien joué. Je trouvais ça que c'était complètement débile. Oui, c'est débile. Voilà. Oui, voilà. c'est quelque part. Ça dénature la pratique des arts divinatoires et de la médiumnité et des gens qui sont spirites. Comme vous avez vu par ailleurs aussi, certaines personnes qui écrivent des kilomètres d'écriture automatique. Ah oui, d'écriture automatique. Comme si l'écriture automatique est à la portée du premier venu. Le premier imbécile venu ne peut pas écrire tout et n'importe quoi. Sinon, il peut écrire que des imbécilités ou l'imbécilité de son inconscient. Voilà. Mais quand, justement, pour toutes les émissions de télévision, il devrait aussi y avoir des règles pour informer correctement, mais ça c'est de la mauvaise information. En ce moment, ils sont plutôt dans le spectacle à la télévision, oui, mais plus que dans les règles de la déontologie. Mais il n'y a pas de... Bien sûr, il n'y a pas dans le domaine de la voyance. Oui, mais ça... Dans tous les domaines, ils aiment le spectacle. Et moi, je me souviens, il y en avait trois aussi qui étaient toujours là, on demandait leur avis et ils éclataient à dire. Je trouvais ça honteux. C'est tout simplement honteux. Voilà, mesdames, écoutez, c'est très bien. On est très fiers d'avoir c'est très bien d'avoir eu cet entretien. On va pouvoir... Je suis désolé, je devais pas prendre la parole. Vous avez un peu la dent dure sur les voyants quand même. Non, parce que... Pas tous. Non, je dis simplement, moi je n'ai pas la dent dure, je n'ai pas la dent dure contre les voyants. J'ai la dent dure contre les escrocs et les charlatans. Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que je trouve que la voyance, la vraie, elle apporte de l'aide, du réconfort à nos semblables. C'est une activité vraiment extraordinaire, chaleureuse, pleine de vie. Mais enfin, le problème, si vous voulez, le problème, monsieur Sisaoui, c'est qu'on ne peut pas parler de la voyance comme on peut parler des chaussures ou des spaghettis. C'est-à-dire que le produit lui-même, par exemple, on peut dire, voilà, telle viande n'est pas bonne, telle personne vend une mauvaise viande, ou telle personne vend... Mais là, dans le cas du produit qu'est la voyance, c'est beaucoup plus difficile d'en estimer la valeur. Ah non, on estime la valeur en fonction de la qualité de celui qui la dispense. Justement, de dispenser cette information. Aujourd'hui, écoutez, c'est très simple. C'est très simple. Un voyant, normalement, vous n'avez pas à lui poser de questions. Quand vous pouvez lui demander si, pour avoir une question de confiance, de relation, il peut vous dire de quoi il s'agit. Sinon, à défaut, il vous dit, j'ai un sujet qui me préoccupe. Parlez-moi de ma vie professionnelle, de ma vie sentimentale. Voilà. Et puis à ce moment-là, il appartient à un professionnel lui-même, digne de ce nom, de vous dire, voilà, sur le plan affectif, ce que je ressens. Moi, je pense que c'est un bon test, ce que propose M. Ça, c'est très important. Parce que si on attend, enfin, ça va peut-être pas être gentil pour notre amie Patricia, qui demandait qu'il fallait poser des questions, etc. Mais c'est vrai que c'est déjà, si on laisse la personne poser des questions, ça facilite le travail du voyant, évidemment. Donc il peut faire semblant de répondre à la question posée. Parce que si on n'a pas posé la question... Je n'ai pas bien comprise, Jacques, parce que je ne me suis pas assez expliquée. Oui. Parce que je fais aussi un petit peu comme Geneviève, surtout quand je ne connais pas la personne. Oui. Je fais le prénom. Bon, Geneviève le fait avec son pendule, moi je le fais avec les tarots. Et dans le prénom, en principe, je vois enfin, l'état d'esprit de la personne, certains de ses traits de caractère, et en général, ce qui la tracasse particulièrement si elle vient me voir dans ce but. Oui. Donc déjà, comme la plupart du temps, je vais dire à 95% du temps, si Karine venait me voir, par exemple, et que je lui dise « Est-ce que vous avez tel problème en ce moment ?» Karine va me dire oui, effectivement, c'est pour ça que je viens. Donc, à partir de là,
Karine va me parler de son problème, puisqu'elle vient en grande partie pour ça. Voilà, c'est pas que le client s'assoit devant moi et me pose directement la question, c'est le jeu qui amène. Non, mais en fait, je crois que. questions. Non, mais d'accord, mais enfin, malgré tout, je souscris à la démarche de Youssef Sissaoui, parce que dans ce domaine-là, il vaut mieux éviter certaines choses qui vont favoriser des gens qui ne sont pas vraiment voyants. Hein. Donc, il vaut mieux faire les choses d'une certaine manière qui ne permettent pas, au moins possible, l'escroquerie ou l'imposture. Et une manière de... Non, parce qu'il est évident que moi, par exemple, admettons que je ne sois pas voyant, si on me pose une question en disant j'ai tel et tel problème, je vais peut-être pouvoir m'en sortir. Bon. Tout à fait. Donc effectivement, ça c'est pas possible. Donc il vaut mieux qu'effectivement on évite ce genre de... Ça ne veut pas dire que... Ce que veut dire M. Sissaoui, c'est que, bien entendu, a priori, poser des questions, ça peut être légitime. Mais le problème, c'est que cette façon de procéder va favoriser l'imposture. Donc, même s'il y a des gens qui sont de très bonne foi et qui répondent aux questions, c'est pas la procédure qui est favorable, parce que cette procédure va laisser la porte ouverte à l'imposture. Donc, il vaut mieux effectivement que le voyant se mouille. C'est-à-dire qu'il dise des choses d'emblée, et là, on voit vraiment ce qu'il a... Bon, parce que déjà, si vous mettez sur la voie de vos problèmes, de vos histoires, etc., vous lui facilitez le travail. Donc des gens qui ne sont pas vraiment doués vont quand même pouvoir s'arranger pour vous donner satisfaction. Donc il y a quand même des règles à respecter, il y a des choses à éviter. Oui, mais c'est une question de protection. Chaque consultation est différente. Non, mais il y a des... Geneviève parlait tout à l'heure des personnes qui nous appellent assez souvent et à qui on répond gratuitement. Oui, c'est un problème, ça. Évidemment, quand quelqu'un appelle parce qu'elle nous connaît déjà, oui, voilà. C'est parce qu'elle a une question très précise. Non, mais c'est pour donner des explications. Non, mais... Le premier contact. Oui, on vous a beaucoup écouté, Madame Brochet, je suis désolé de vous dire. Hein. Bon, donc, il parle du premier contact, c'est très important le premier contact. Ah oui, c'est la meilleure des consultations, la première fois. Et c'est une certitude exceptionnelle et une mise en confiance fabuleuse. Alors, et justement, je reprends simplement, je vais vous laisser la parole, c'est pour dire simplement, quand un consultant ou une consultante vient vous voir, si elle s'assoit en face de vous, vous dites, écoutez madame, par exemple, si vous parlez de Karine, si on peut faire un truc, je ne rentrerai pas dans ce genre, je veux dire dans ce truc pour lui dire, mais simplement vous dire, écoutez madame, par exemple, une personne, supposons madame X, elle est en face de vous, elle vous dit, écoutez, je ressens, par exemple, je ne vise personne, hein, excusez-moi. C'est un peu le premier contact avec Geneviève. Moi, si je peux me permettre, le premier rendez-vous, il ne faut rien dire. Mais après, quand on connaît la personne, effectivement, moi, c'est plus pour des questions bien ciblées. Absolument. C'est pour dire simplement, madame, vous êtes dans une situation en conflit sur le plan sentimental, vous cherchez vos points de repère. Et là, on continue. Et sur le plan professionnel, ça bat un peu de l'aile, il faudra absolument... Bon, là, c'est très important, c'est des éléments d'importance capitale, justement, qui rassurent la personne, premièrement, et qui lui permettent véritablement... Ça la rassure pas, ça la rassure sur la qualité du voyant. Voilà, ça la rassure pas sur sa vie. Non, ça la rassure sur la qualité du voyant, elle est sûre qu'elle est venue, parce qu'elle trouvait un véritable médium en face d'elle, ou un véritable voyant. Or, aujourd'hui, il ne faut pas confondre voyant, médium et médium, parce que le médium, c'est l'empereur de la voyance, qu'il a besoin de rien, d'aucun support, alors qu'il peut utiliser tout le support. Tandis qu'un voyant, il peut utiliser le tarot, le conduit, il peut utiliser. Alors c'est très important. Et la qualité aujourd'hui d'un voyant, donc d'un médium, comme je dis, ça reste toujours l'empereur de la voyance. Pourquoi ? Parce qu'il peut, au téléphone, au son de votre voix, au son de vibration de votre voix, il peut vous dire ce que vous avez, ce que vous ressentez. Il peut vous apporter, justement, il peut vous guider dans du vrai et du faux, et il peut vous sortir de difficultés, le cas échéant. Parce qu'il trouve le problème qui vous préoccupe, il a forcément la solution. Et s'il ne trouve rien, il ne peut pas vous apporter la solution. Sinon, la solution est erronée. Il peut y avoir pour ne pas dire fausse. Une solution de facilité, parce que la voix porte beaucoup, ça c'est certain. Ce n'est pas une solution de facilité. Ça peut le devenir pour certains, justement, qui pourraient jouer avec ça, parce qu'une voix...
on la ressent au téléphone, bien sûr, on a les ressentis automatiquement. Mais si vous lui dites que bon, elle n'est pas bien, elle a certainement des soucis, tout ça, c'est très facile, ça c'est la phrase bateau Oui. en fait. Non, Parce qu'on oui, entend aussi. que Ah, elle non, sera pas madame. très bien. Ah, c'est vrai qu'il vaut mieux le Alors, dire. j'ai pas compris ce que vous avez dit à ce moment-là. vous n'avez pas compris. Je n'ai pas dit que vous avez, vous n'êtes pas bien, Ah oui. tout ça, mais la voix, bien sûr, entendre la voix qui pleure, en disant vous êtes désespéré, c'est sûr. Quand une personne a le téléphone, par exemple, elle se soit en face de vous, je parle de toi, de vous, je ne peux pas parler par téléphone. En disant une chose précise. Mais précise, quand la personne, quand j'ai dit Ah, tout mais à je suis l'heure, entièrement d'accord. que la personne, Oui. vous êtes dans une situation confuse sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, j'ai expliqué Mais c'est précis. quelque chose de précis. Tout à fait. Quand vous donnez l'élément précis Oui. à un consommateur, il est rassuré sur votre qualité professionnelle. Je suis entièrement Et là, d'accord. il ne peut vous faire que confiance. Et puis après, il peut lui développer le sujet. Voilà, oui, mais Voilà, exactement. c'est très important. Et ça, ce n'est pas la portée du premier Il venu. faut- Et là, je peux vous assurer qu'il n'y a même pas 2% en France des gens capables de faire une telle voyance. Mais quand même, hein. je vous 2%. 2%. 2%. Vous avez fait des statistiques à ce point-là. Absolument. Ah, c'est un peu, 2%, ça peut être beaucoup déjà. Oui, ça fait beaucoup sur le nombre Sur 100 000, il y a beaucoup. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons fait des enquêtes Oui. depuis 22 ans. Nous avons connu des milliers de voyants, des centaines d'astrologues, Oui. et nous avons un pourcentage très infime justement de gens sérieux. Ceux qui ne sont pas sérieux, je veux dire, ils ne sont pas compétents en matière de voyance, mais ils ont aussi l'art et la manière justement de pouvoir rassurer, parce qu'ils appliquent un travail d'écoute qui n'est pas négligeable. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, par contre, Oui. ce qui est un élément essentiel, il ne faut pas confondre travail d'écoute et voyance. Bien sûr. Ce sont deux champs différents. Bien sûr. Il appartient aux professionnels responsables, justement, de dire, écoutez, on va vous écouter, comme le ferait un bon psychiatre, un bon psychologue, ou un bon psychanalyste. La personne, elle parle. Quand elle parle, elle livre son secret, elle livre son intimité, et elle se libère. Faut-il encore que le professionnel qui a écouté toutes ces informations soit digne et garde ces informations pour lui, et n'est pas le divulguer à des tiers. Ah, mais ça, Ça, c'est un élément tout sens. important. Bien Or, sûr. aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ces informations sont utilisées pour faire du chantage au consultant ou à la consultante. Quand on lui propose des travaux occultes, Oui. Ah Voilà. oui, c'est encore autre et chose. quand la personne n'est pas contente, elle demande de remboursement. C'est très grave, c'est irrégulier, c'est très courant. Voilà, j'ai fini. Ah oui, parce que vous savez beaucoup plus de choses que nous, monsieur Savary, parce que vous avez tous ces éléments, tout l'ensemble des voyants, en fait. Moi, je suis étonnée de tout ce que vous dites, parce que je ne savais pas qu'il y avait autant de personnes que ça qui jouaient sur la voyance et tout ça. Mais je comprends que vous soyez avec toutes les personnes depuis 22 ans. Je le dis, Oui. non, seulement, ça c'est l'expérience. Oui, c'est Moi, l'expérience. l'expérience professionnelle dans le cadre associatif de l'INAD et mon expérience personnelle sur le terrain. Vous savez, là, comme tout le monde le sait, j'ai eu pendant 2 ans un cabinet de voyance où j'ai vu avec les gens comment on peut parler aux gens, comment on les rassure, comment une personne, quand on reçoit une personne une fois, on n'a pas besoin de la recevoir 10 fois dans l'année. Une fois dans l'année, c'est déjà pas mal. Une consultation de voyance 1 fois, 2 fois par an, c'est très important. Alors, aujourd'hui, quand on vous dit de revenir demain pour faire le point, c'est de l'escroquerie, c'est pour vous dépouiller tout simplement. On ne peut pas permettre à des professionnels de dire, écoutez, on fait le point demain, rappelez-moi après-demain, tout ça, ou je suis toujours là pour vous écouter, c'est pour la dépouiller tout simplement, et c'est pas bon. Un médecin, quand vous êtes allé le voir 1 fois, il vous dit, écoute, il vous dit pas revenez me voir, sauf si c'est un spécialiste pour faire des examens. Mais un médecin, quand vous allez le voir 1 fois, il vous donne un médicament, il ne vous dit pas de revenir. Il vous dit ça ne va pas vous me rappeler.